édition spéciale ce dimanche sur les violences post-victoire du Paris Saint-Germain. On a entendu à l'instant Laurent Nunez pour son point presse, le ministre de l'Intérieur qui, je cite à l'instant, a déclaré « La situation a été globalement sous contrôle ». Et qui parle de débordement, le ministre de l'Intérieur. On est passé d'un ministre de l'Intérieur l'année dernière, Bruno Retailleau, qui parlait de barbares, à un ministre de l'Intérieur, anciennement préfet de police de Paris, qui parle de débordement et d'une situation globalement sous contrôle. Alors, je précise, que ça augmente. Les chiffres. 780 interpellations, c'est 32% en plus que l'année dernière. 57 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Voilà la situation dans laquelle où nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'on est passé du réel au pas de vague. Est-ce que je me trompe, Mathieu Hoc ? En effet, vous avez raison, Elliot, pour la simple et bonne raison qu'en fait, le bilan de cette année est pire que le bilan de l'année passée, et pour autant les mots, les qualificatifs employés par le ministre de l'Intérieur sont moins importants que ce qu'avait dit Bruno Retailleau l'an passé. Ce qui aussi, moi, est marquant en termes de chiffres dans ce qu'il a dit, c'est qu'il y a 71 villes de France qui ont été touchées, alors que l'an passé, on était à 5-6 agglomérations, c'était principalement Paris, région parisienne, Grenoble, Dax évidemment, on s'en souvient. Et donc en fait, ce à quoi on a assisté, je pense, c'est la Seine-Saint-Denisation de la France. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui les mêmes, alors que c'est les mêmes logiques qui sont propres à la Seine-Saint-Denis et à une partie de Paris en termes de scène sauvage, c'est-à-dire la capacité de certains jeunes, je dis bien certains évidemment, à piller, voler, vandaliser des biens publics, mais également des biens privés, et s'attaquer surtout aux forces de l'ordre. On a vu ce même mode opératoire dans beaucoup plus de villes en France. C'est ça qui me paraît être... Mathieu, moi je pense aux Dionysiens, parce que c'est une grande ville, qui subissent la délinquance dans la ville et qui pourraient se dire attendez, moi j'ai pas du tout participé à ça, et c'est assez désagréable de parler de Seine-Saint-Denisation de la ville, c'est stigmatisant, généralisant. Donc je pense également aux honnêtes qui ne supportent pas ce qui est en train de se passer. Effectivement, qui subissent en premier lieu, il faut toujours le rappeler, la délinquance. Ce ne sont pas certains responsables politiques dans les beaux quartiers qui subissent les conséquences de la délinquance. J'ai besoin, Axel Ronde, d'avoir votre regard. Je sais que vous allez nous quitter dans quelques instants, mais est-ce que vous avez été convaincu par votre patron, le premier flic de France ? Écoutez, il emploie la formulation qu'il souhaite, mais en tous les cas, la réalité du terrain était beaucoup plus chaotique. En tous les cas, ça a été extrêmement dur, et comme je vous ai dit, c'est les policiers qui ont été pris pour cible et qui ont subi le prix fort. Plus de 57 policiers et de gendarmes qui ont été blessés. Moi, j'ai des collègues qui ont reçu une bombe artisanale entre les jambes, un collègue de la BAC 92N qui a été grièvement blessé aux jambes. Ses protections ont volé en éclats. Donc on a eu affaire à une horde de barbares. Il faut vraiment dire les mots comme il se doit. Il y a un jeune qui est entre la vie et la mort, qui a été secouru par des CRS. Il a été agressé par 4 individus. Il a eu plusieurs coups de couteau, dont un à l'œil, par 4 individus qui ont essayé de le dépouiller. Donc on voit la violence qui a eu lieu dans les rues de la capitale, mais au-delà, c'est vrai que la nouveauté, c'est que ça a touché quasiment l'ensemble du territoire national, avec des violences urbaines extrêmement fortes. Et de toute façon, on manque cruellement d'effectifs de police, parce que ça explose sur tout le territoire. Non mais vous dites, cher... Axel, bien sûr, non mais c'est pas ça, c'est que vous avez dit il emploie les termes qu'il veut employer. Il faut que ça soit proche du réel, c'est-à-dire que vous parlez de scène chaotique, et on a votre patron, le premier flic de France, qui dit la situation était globalement sous contrôle. Ouais. Est-ce que vous partagez l'avis de Laurent Nunez, est-ce que la situation était globalement sous contrôle ? Alors tout dépend ce qu'on appelle sous contrôle, tout dépend où est le curseur. Le problème, c'est qu'on s'habitue de plus en plus à la violence, on s'habitue de plus en plus à des scènes de guérilla, à des scènes de guerre, puisque maintenant ça tire quasiment tous les jours à l'arme automatique. Effectivement, la situation a été sous contrôle parce que la police nationale... Vous voulez dire, il n'y avait pas de Kalachnikov hier, c'est effectivement sous contrôle. Mais voilà, on vit dans un monde de fous. Ça. Voilà. C'est triste, je suis d'accord. Mais malheureusement, c'est la réalité. Maintenant, le ministre de l'Intérieur il fait de la politique. Fait de la politique. Effectivement, on a l'impression qu'en fait, son point presse, c'était comme finalement s'il commentait un match, le match des forces de l'ordre
contre les barbares. Et que finalement, à la fin, ça a été sous contrôle parce que à la fin, c'est les forces de l'ordre qui ont gagné. Sauf que ce match, il ne devrait pas avoir lieu. Et s'il était en politique, c'est ça qu'il aurait dû dire. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, on a l'impression qu'on commente à chaque fois et on augmente le dispositif, on améliore la stratégie des forces de l'ordre, c'est très bien. Mais en même temps, en face, on a une augmentation des violences, on a une diffusion de ces violences sur tout le territoire. Et ça, on ne peut pas simplement dire que c'était sous contrôle. C'est qu'effectivement, ça ne devrait pas avoir lieu. C'est un déni. Le déni, mais qu'on vit depuis 10 ans. Et une ce méthode que vous voyez, en disant que tout va bien, ça va finir par aller bien. Vous ne le voyez pas. Il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Ce ne sont pas des violences urbaines, ce sont des débordements. Quand vous avez une quinzaine de villes où vous avez eu des pillages de commerce, que vous avez 71 villes en France qui ont été marquées par ces violences, que vous avez 780 personnes qui sont interpellées, dont 457 en garde à vue et 57 blessés, on parle de quoi ? C'est ça des débordements ? Mais dans quel monde on est en train de vivre ? On s'habitue à la violence en France. 11h59, on va remercier Axel Ronde. Merci à vous. Et nous, on continue le débat dans un instant. Mais avant cela, c'est le point sur l'information dans une seconde. 3 sur Europe 1, on poursuit Elliott Deval et vous, édition spéciale consacrée aux violences, donc au soir de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. 780 interpellations, 457 gardes à vue lors des célébrations dans toute la France. Des violences urbaines qui ont touché plus de 70 villes sur l'ensemble du territoire. Une quinzaine d'entre elles ont été le théâtre de pillages. Et vous avez un ministre de l'Intérieur qui vous parle d'une situation globalement sous contrôle et de débordement. Je rappelle que 57 policiers et gendarmes ont été blessés et qu'on vient de l'apprendre dans le journal de Pierre Vesque. Un jeune homme est entre la vie et la mort après une agression au couteau dans le 16e arrondissement. Il a été placé dans le coma. Ces 4 agresseurs, dont l'un était armé d'un couteau, ont pris la fuite. C'était dans le 16e arrondissement, donc en marge de ces violences. France et Georges sont en direct avec nous. Réagissez vraiment en direct. On a besoin d'avoir votre avis au 01 80 20 39 21. Toujours avec Estelle, bien sûr, Mathieu Hoc et Olivier Vial. Je vous propose d'écouter aussi ces Parisiens supporters, parce qu'il faut dissocier les casseurs des supporters dégoûtés des violences. Wilfried de Villers. Sur le rond-point des Champs-Élysées, l'air est chargé de gaz lacrymogène. Le fils de David suffoque, en pleurs. Ils tentent tous les deux de quitter le périmètre. On aurait aimé que ça se passe dans de meilleures conditions. Comme on a avec des enfants qui sont jeunes, c'est un peu dommage d'avoir des débordements comme ça. On ne se sent pas en sécurité, on se sent en zone de guerre un peu. Des dizaines de personnes partent en courant pour éviter une charge des CRS dans la confusion la plus totale. Sadik, maillot du PSG sur les épaules, a l'impression de s'être fait voler la victoire de son club. Il y en a qui viennent pour casser, c'est la vérité. Ils viennent pour se battre. Nous, on est supporters. On peut même pas profiter, regardez. On n'a même pas l'argent pour aller à Budapest. Et là, on vient ici, on se fait gazer. Comment tu veux faire la fête? Mais elle est gâchée de fou. Plus haut sur l'avenue, Cléo prend à partie un homme torse nu, le visage couvert par son maillot. Il vient de jeter une bouteille vers des policiers. Il y a un ras-le-bol, même qu'il y a des supporters qui viennent, honnêtement, qui viennent pour profiter. Et ça sert à rien du tout. Nous, de base, on voulait même pas venir parce qu'on a vu comment ça s'est passé l'année dernière. C'est bête, on peut même plus profiter en fait. Il y a que de la violence et du cassage. Une heure à peine après le sacre du PSG, impossible de faire la fête plus longtemps. La jeune femme rentre chez elle dépitée. Et je vais vous donner quelques précisions. Vers 4h du matin, les policiers ont été requis sur un appel de leur station directrice après que les passants aient signalé une tentative d'homicide volontaire par 4 individus armés, notamment d'un couteau, survenu sur la voie publique au niveau de Paris 16. Aucune précision n'a été apportée sur le signalement des mises en cause. Sur les lieux, les policiers ont constaté la présence d'un jeune homme présentant 2 plaies à l'œil et saignant abondamment au niveau de la bouche. Les sapeurs-pompiers ont tenté de le réanimer. Son pronostic vital est engagé. Il est tombé dans le coma et a été transporté dans un hôpital parisien. Selon les passants, le jeune homme serait âgé de 17 ans, aurait commis un vol. Les mises en cause ont pris la fuite. Donc, gageons déjà que cet homme, jeune garçon, s'en sorte. Et puis, il va falloir faire toute la lumière sur ce drame. Est-ce qu'il est lié
les célébrations et les violences urbaines à Paris, ou est-ce que c'est de la criminalité malheureusement quotidienne en France? Soyons extrêmement prudents là-dessus. Restons sur les faits, rien que les faits, et notamment les violences urbaines à Paris et dans toute la France. 780 personnes qui ont été interpellées, c'est 32% de plus que l'année dernière, Mathieu Hoc. Effectivement, c'est 32% de plus, donc c'est-à-dire qu'on voit une augmentation du nombre d'interpellations, et lorsque l'on regarde et qu'on met en miroir avec le nombre de condamnations, c'est-à-dire le nombre de cas où la justice ensuite après a rendu une décision, dans le cadre de l'année dernière, on était à moins de 2% de taux de condamnation. Au début du mois, donc pour la demi-finale, c'était 127 interpellations contre une seule condamnation, donc on est à moins de 1% de taux de condamnation, et donc à chaque fois, on se dit mais les policiers, effectivement, et donc le ministre de l'Intérieur se réjouit du travail des policiers parce que les policiers font bien leur travail. Effectivement, ils arrivent à disperser les foules, ils arrivent à interpeller des délinquants, mais le problème, c'est que si les policiers interpellent les délinquants, la justice ne les condamne pas et les relâche. Et c'est ça aujourd'hui le véritable tendon d'Achille de la réponse sécuritaire, c'est la réponse judiciaire. Alors, il avait été augmenté le nombre de moyens avec 7 magistrats supplémentaires, mais le problème, c'est que l'on va, et je pense, c'est mon intuition, on va vers une justice d'abattage, c'est-à-dire l'idée qu'on va avoir peut-être un peu plus de condamnations, mais des condamnations C'était qui 5% de condamnations l'année dernière. Voilà, ça, mais qui ne seront jamais assez fermes et assez fortes par rapport aux violences qui ont été perpétrées. Bruno Retailleau parlait de barbares l'année dernière. Il vient de réagir. Bruno Retailleau, les violences après la victoire du Paris Saint-Germain ne sont plus un incident isolé, c'est un rituel qui se répète et s'aggrave. 2 mesures concrètes, la reconnaissance faciale pour identifier chaque casseur et le rétablissement d'une responsabilité financière solidaire. Avant 1981, la loi anti-casseurs le permettait. On casse, on paie. Mais soyons lucides, cette crise de l'autorité ne se résoudra pas sans s'attaquer au désordre migratoire qui alimente depuis des années le délitement du rapport à la loi et l'affaiblissement du pacte républicain. La France n'a pas à subir cette violence à chaque trophée. L'ordre, ça se décide. C'est très intéressant sur les mesures. Il parle de l'identification pour chaque casseur et la reconnaissance faciale. Il parle aussi de la solidarité dans la casse. Tu casses, tu paies, c'était la formule d'un certain Gabriel Attal. Oui. On l'attend, cette formule tu casses, tu paies. Parce que je suis curieux de savoir combien ont coûté la mise en place de tout ce dispositif, la fermeture des commerces, notamment sur les Champs-Élysées, et puis ensuite les dégradations. Ça se compte peut-être en dizaines de millions d'euros, cette histoire. Mais en plus, avec une partie, notamment le fait de fermer les magasins, c'est de l'argent que les commerçants perdent. Mais en fait, personne ne va les indemniser à la hauteur de leur déficit. Donc, c'est pas compté. En fait, à chaque fois qu'après on fait un bilan, on mesure pas cela. Donc oui, il y a un vrai risque. Au moins, dans le message de Bruno Retailleau, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience plus politique. Quand on entend effectivement Laurent Nunez, on a l'impression effectivement d'avoir une sorte de méthode Coué extrêmement technique et qui ne comprend pas que derrière cette multiplication, cette systématisation de ces violences, il y a un problème politique majeur et qu'il faut le traiter en politique et pas simplement en policier. Mais quand on écoute Laurent Nunez, Olivier Vial, on a l'impression qu'il dit on a fait le job. Oui. D'accord. Bon, certes, les policiers sont intervenus, mais comment peut-on expliquer qu'un an après les violences urbaines, à l'issue de la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on se retrouve avec le même scénario, si ce n'est pire, puisque ça a touché plus de 70 villes en France. Laurent Nunez, effectivement, il faut qu'il fasse sa mue. Aujourd'hui, il est ministre. Il n'est pas simplement préfet, il n'est pas simplement policier. Effectivement, les forces de l'ordre ont fait leur boulot. Mais en tant que ministre, il a une mission qui est politique, c'est d'éviter que ça se passe, d'éviter qu'on se retrouve dans ces circonstances-là, de trouver des solutions et de trouver des pistes pour qu'on évite tout ça. Et là, malheureusement, c'est pas du tout ce qu'il fait. France est en direct avec nous. Bonjour France. Oui, bonjour Elliot. Et merci d'avoir appelé au 01 80 20 39 21. France, vous avez été témoin des violences hier, hein? Écoutez, j'habite à proximité du Parc des Princes, à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. Et je suis dans une rue perpendiculaire au boulevard Excellence, donc très proche. Et donc de mon étage, qui est au 5e étage, je voyais tout ce qui se passait à ce carrefour de rue.
Eh bien, jusqu'à 7h30 à peu près, ce sont des jeunes qui étaient manifestement des supporters du PSG, qui venaient tranquillement, s'installaient dans les ruelles ou sur les bancs ou sur les murets de séparation. Et puis à partir de 7h30, 8h, c'est d'autres groupes qui sont arrivés. Ils étaient très différents parce que les jeunes portaient le maillot au PSG, mais d'autres étaient de noir habillés. Et j'ai remarqué que certains étaient un peu les meneurs. Vous voulez dire qu'il y avait finalement dans la casse une forme d'organisation, mais les renseignements territoriaux avaient anticipé 1000 casseurs. C'est-à-dire que on était non pas seulement face à des délinquants d'opportunité, on était aussi avec des professionnels de la casse. C'est-à-dire que c'est ces individus qu'on peut retrouver à chaque grand rassemblement. Vous avez entièrement raison. Enfin, ça correspond avec l'anticipation des renseignements. Tout à fait, mais c'était des groupes qui affluaient dans cette rue ou qui refluaient lorsque la police était passée par une rue perpendiculaire et donc avait chassé la foule. Et ils refluaient dans notre quartier. Et je n'ai jamais vu ça. Et j'avoue que je suis très inquiète lorsque j'entends qu'une manifestation aura lieu pour féliciter les joueurs tout à l'heure au Champ de Mars. Et après, ils vont revenir au Parc des Princes. Mais c'est ce qui s'était passé l'année dernière. Et d'ailleurs, la formule de Laurent Nunez est « Nous ne sommes qu'à la première mi-temps de cet événement sportif aux conséquences lourdes en matière de sécurité ». Adrien Cotarac, qui est le porte-parole du Rassemblement national, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invité ce matin d'Europe 1 et d'Alexis de la Fléchère. Et lui également rejoint Bruno Retailleau, c'est-à-dire qu'il y a un consensus là-dessus. Sur tu casses, tu payes. C'est transpartisan. Plutôt que de détourner le regard, d'essayer de dire il y a des sentiments d'insécurité, on va parler de débordement plutôt que d'émeute, et se dire que si vous employez cette formule, ça fait le jeu de certains. Ben non, en fait, les Français, il y a un consensus pour dire ras-le-bol de ces casseurs. Que vous soyez de gauche ou de droite, ras-le-bol. Ras-le-bol, il faut qu'ils payent. Voilà. Andrea Cotarac. On n'en peut plus. On n'en peut plus de voir ces images. Je pense qu'on est la seule capitale, ou en tout cas le seul pays où ça se passe à chaque fois maintenant, que ce soit une victoire ou une défaite. Et effectivement, le dispositif était très lourd. On a interdit certaines places, mais convenez avec moi qu'on a un maintien de l'ordre qui est différent lorsqu'il s'agit des agriculteurs. On emploie des centaures, des véhicules blindés. Quand il s'agit des gilets jaunes, on tire au flashball. En l'occurrence, pour les casseurs, eh bien, il n'y a ni véhicules blindés, ni centaures. Et je pense qu'à un moment donné, il faut taper et taper fort. D'abord, taper dans l'identification des personnes, ce sont des groupes mobiles. Donc il faut pour les casseurs étrangers, qu'ils soient légaux ici, la fin du visa. Pour les clandestins, l'expulsion. Et pour les autres, il faut taper au portefeuille. Il faut leur faire payer. Quand vous brûlez un abribus, eh bien, c'est pas aux Français de payer par leurs impôts, c'est encore moins aux Français de payer par une augmentation des assurances. Maintenant, c'est aux délinquants de payer, et même s'il est insolvable, eh bien, on lui en prendra 5 € jusqu'à 85 ans. Merci France de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. On va rejoindre Georges qui nous appelle. Alors, je ne sais pas d'où vous nous appelez, Georges. Bonjour. Bonjour Georges, vous appelez d'où ? Je vous appelle de Corse. De Corse. Ah, la Corse nous appelle. Je peux vous dire que on verrait pas ces scènes en Corse. Hein. Non, ça c'est pas possible. Oui, ça c'est pas possible. Alors je vais vous parler calmement de tout ce que j'ai sur le cœur concernant ce match. Alors le match de foot, c'est un alibi en fait. C'est pas de la faute du foot. Il y avait un interlocuteur, un auditeur tout à l'heure qui parlait de sport, d'autres sports. C'est un alibi pour casser. Et ce qui m'a choqué dans le comportement de notre ministre de l'Intérieur, M. Nunez, c'est que d'abord, il n'était pas du tout rassurant. Il répétait les phrases 3-4 fois comme si on était abrutis, qu'on ne pouvait pas les comprendre d'une seule fois, la première fois. Donc ça m'a surpris. Et puis alors, le mot systématique, on a fait systématiquement. C'est avant qu'il faut faire, c'est avant. Parce que ce qui me choque profondément, c'est que ces violences, elles étaient prévisibles. Tout le monde le savait. Alors, il aurait suffi qu'un ministre courageux, qui prenne la parole avant plutôt qu'après, quelques jours avant le match simplement,
pour adresser un message de fermeté absolue. De dire que toute personne prise en flagrant délit de pillage, d'incendie, dégradation, devrait rembourser intégralement les dégâts causés à la collectivité. Alors on me dit, mais oui, mais c'est des gens qui sont insolvables, on peut rien faire, on peut pas les condamner à payer. Alors oui, sauf que la plupart ont des aides, des aides de l'État, bien sûr, des allocations, etc. Et sur ça, on peut prendre de l'argent, on peut leur dire, si vous continuez à nous casser les abribus, à nous casser les voitures, à détériorer les vitrines, vous allez payer, et comme vous n'avez pas de sous, on va vous le déduire de vos allocations et de vos aides, RSA et compagnie. Donc aujourd'hui, c'est les contribuables, les commerçants, les assurances qui payent. C'est pas normal. Alors, c'est passionnant ce que vous dites, parce que Georges, ce qui est passionnant, c'est que déjà c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense que ça correspond à une grande majorité de Français. C'est une parole de bon sens, c'est une parole efficace, simple, et encore une fois, c'est ce qui colle le plus aux aspirations des Français. Vous savez qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, après les émeutes, les assureurs pour les villes imaginent des surprimes sur les assurances. Avoir, comme vous savez, sur les assurances, vous aurez l'assurance catastrophe naturelle, et puis vous aurez l'assurance émeute que vous allez devoir payer pour essayer d'anticiper ces casses et ces dégradations qui se multiplient ces dernières années. Elliot, j'ai 64 ans. En 64 ans, j'ai jamais cassé rien du tout, même pas un verre. Si, peut-être un verre dans la cuisine qui m'a échappé, mais j'ai jamais pillé, j'ai jamais cassé. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une éducation, j'ai eu des enseignants qui ont fait leur métier, qui m'ont appris à ne pas dégrader, qui m'ont appris à être sérieux, qui m'ont appris à respecter les autres. Et aussi, la police a toujours fait son boulot depuis tout le temps. Depuis que je suis gamin, je vois les policiers qui se battent malheureusement dans les manifestations. Eux, on n'a rien à leur reprocher, ils font leur boulot. Et ces gens-là, je pense à tous, c'est parce que le ministre les a remerciés 350 000 fois. Ouais, mais après qu'ils soient pris des jets de grenades, après qu'ils soient fait caillasser, après qu'ils soient fait insulter. Mais c'est facile de faire ça. Mais ces gens-là, tous ces gens qui ont travaillé hier, ces policiers, ces pompiers, les associations bénévoles, ces gens-là, ils auraient dû être normalement devant leur télé, participer à ce match, profiter de cet élan de sport, cette joie sportive, et non pas en train de se battre et de se prendre des caillasses et des pierres. Et aujourd'hui, leur dire « Oh, je vous remercie, je vous félicite, vous êtes formidables, vous êtes exceptionnels ». Non, il fallait les protéger avant. C'est avant qu'ils prennent les coups qu'il faut faire, c'est ça, quand on a un ministre responsable, ministre de l'Intérieur responsable. On protège ces hommes avant, plutôt que après leur dire bravo, super les gars, je vous félicite, vous êtes formidables. Parce que ça va recommencer ce soir encore, et demain il va encore constater que c'était grave, que c'était c'est dommage, c'est triste. Non, je vais vous dire quelque chose, ma conviction, elle tient en une phrase, Elliot. La fête appartient aux supporters et la facture doit appartenir aux casseurs. Voilà. Écoutez, gardons cette formule. La fête appartient aux supporters et la casse aux casseurs, la facture aux casseurs. Merci Georges. Parole de bon sens qui nous vient de Corse. Et je le répète, je ne suis pas sûr qu'en Corse, on pourrait assister aux mêmes images. D'ailleurs, je ne pense pas qu'en Corse, il y a eu des dégradations à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain. Tiens, je vais creuser le sujet, cher Georges. Merci de nous avoir appelés. Dans un instant, on rejoint Myriam qui nous appelle du Pas-de-Calais, mais avant cela, je voudrais vous faire écouter le coup de gueule de Reda Belhadj, qui est secrétaire national Unité Alliance, syndicat de police, qui était notre invité sur CNews ce matin. Certains ne voulaient pas parler de chaos, moi ça fait 1 an que je parle de chaos, donc voilà, chacun fait son constat. Mais maintenant, il y a un seul moyen, déjà le moyen numéro 1, c'est la peine minimum pour toute personne qui s'attaque ou qui commet des violences contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Et là, déjà, on arrivera à avancer. Pourquoi ? Parce que ces individus se diront « je risque quelque chose ». Parce qu'aujourd'hui, eux, ils connaissent les conséquences de leurs actes. C'est quasiment rien, en fait. Ils risquent rien. Ils auront un bracelet électronique, parce qu'ils prendront une peine de moins d'1 an. J'ai vu des images hier, des collègues m'ont envoyé des images, on protégeait avec des fourgons de gendarmes, de policiers, des magasins de luxe. Par contre, à côté de ça, vous aviez le commissariat du 8e qui se fait attaquer 3 fois par 300 individus. C'est bizarre, pourquoi on ne protège pas le commissariat et on protège en priorité les magasins de luxe ? Donc en fait, nous on a le sentiment que même nous, ceux qui sont censés nous protéger, ils en ont rien à faire. Tout à l'heure vous avez dit c'est comme l'année dernière. Non, c'est pas comme l'année dernière. Moi j'ai eu les collègues, c'est catastrophique.
c'est 100 fois pire que l'année dernière. Moi, je vous parle de collègues qui sont nés presque dans les violences urbaines. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça. On n'avait plus de grenades de désencerclement, on n'avait plus assez de cartouches de flashball. On a eu un collègue qui est parti à l'hôpital. On a des collègues avec des jambières. Vous voyez les jambières de Robocop, de CRS. Le collègue, il a ses jambes qui sont complètement brûlées. On savait que ça allait se passer, ça. Pourquoi on n'a pas mis des gens devant les RER, des policiers dans chaque RER, chaque métro, et on filtre tous les gars qui ont un mortier? Il y a des lois qui ont été faites pour les mortiers. Pourquoi on les envoie pas en prison, les individus? Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'on n'en a rien à faire des policiers blessés. Nous, on a l'impression, on a le sentiment qu'on est un dommage collatéral. Cette parole qui là aussi va marquer beaucoup de Français. Midi 22 sur Europe 1, on poursuit les témoignages. On ira voir Myriam dans un instant qui nous appelle du Pas-de-Calais. Je voulais aussi prendre le pouls de certains sur les réseaux sociaux qui ont pu relayer de nombreuses images des violences. Alors est-ce qu'on les appelle les lanceurs d'alerte parfois? Et notamment vous, John de Lorraine, merci d'être en direct avec nous. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à tous les Français qui nous écoutent. Et je pense que c'est important ce que vous faites et ce qu'on essaye de faire aussi de notre côté, parce que l'année dernière, je pense que vous étiez les seuls à avoir fait le suivi avec Europe 1, si je dis pas de bêtises. Cette année, c'est différent. Pour le coup, le traitement médiatique est un peu plus important, je trouve. Mais quand vous faites la revue de presse, les médias, la presse quotidienne, la presse du dimanche, vous voyez la presse régionale ou même la presse nationale, seul le JDD, dans sa une, mettait et la victoire historique du Paris Saint-Germain et les dégradations pathétiques des casseurs, John de Lorraine. Non, absolument. Et moi, c'est surtout le travail qui a été fait l'année dernière, je pense, a fait prendre conscience aux médias qui devaient justement couvrir ces événements. Il y avait la fête de la musique aussi. Et il y a vraiment cette dichotomie entre le réel et ce qui est dit dans les médias. Et je veux dire, pour moi, on comprend parfaitement là où est la logique de vouloir censurer les réseaux sociaux. C'est ce que veulent porter les macronistes et Emmanuel Macron. Tout le monde le sait. J'ai entendu également Thierry Breton ce matin dans un déni incroyable. Et je pense que ce déni devient de la complicité. J'en veux aussi énormément au centre et à la gauche, ainsi que l'extrême gauche. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques minutes, Bruno Retailleau, il est resté très longtemps silencieux, mais il vient de s'exprimer. Il appelle à la reconnaissance faciale. Je veux dire, les vidéos, on les a vues hier. Il y a beaucoup de gens masqués qui vont casser, en fait. Vous avez aussi LFI qui a fait tout son travail en mettant tout sur les policiers, comme si c'était eux qui gâchaient la fête. Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Et il y a aussi un point que j'aimerais beaucoup mettre en avant, ce sont les pompiers. Il y a je ne sais pas combien de vidéos hier, on les voit se faire attaquer au mortier alors qu'ils sont en train d'essayer d'éteindre les incendies pour pas que ça ne se diffuse dans les habitations. Je veux dire, on vit véritablement un scandale. Et j'en profite parce que j'ai la possibilité de pouvoir parler. Il faut quand même dire que tous les macronistes se taisent. Le tu casses, tu répares de Gabriel Attal, il est où? Édouard Philippe, il nous fait son cinéma de État de droit, la République, etc. On ne l'entend pas, il s'est juste filmé en train de fêter la victoire. Et on a d'ailleurs, j'en profite pour le dire aussi aux auditeurs, on a trouvé une vidéo ce matin de Carl Olive qui montait sur un capot de voiture. Alors, donc est-ce que c'est ça le macronisme, honnêtement? John de Lorraine, j'ai demandé des précisions à l'intéressé Carl Olive. Et sur la séquence que vous avez relayée il y a quelques instants, on voit le député effectivement sur un capot de voiture. Mais sauf que déjà il y a eu la réaction de Carl Olive. Visiblement, Carl Olive était avec un ami qui a lui-même réagi. Il parle d'une polémique gratuite. Je suis le conducteur de la voiture et mon ami Carl m'avait prévenu. C'était enfantin. On a fêté la victoire ensemble. D'ailleurs, j'attire votre attention qu'il faudrait se renseigner avant de mettre en avant certains commentaires ou appels en privé. Revenons dans le contexte et vive le Paris Saint-Germain. Donc visiblement, la séquence qui a été relayée n'est visiblement pas le même contexte. Non mais John, j'ai pas envie de Lorraine, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Quand j'ai vu votre séquence, j'ai été moi-même très surpris. Et j'ai demandé au principal intéressé, donc Carl Olive, ce qu'il se passait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un autre journaliste qui l'a mis aussi. Et je veux dire, est-ce que c'est ça l'exemple que doivent montrer les députés aux Français et aux jeunes Français?
Ça n'a pas de sens comme explication. Carl Olive n'est pas. Je me fais pas l'avocat de Carl Olive, hein, John de Lorraine. J'essaie d'être le plus objectif et factuel possible, bien évidemment. Et c'est pas le dernier pour condamner lorsqu'il y a des violences. Et c'est le premier à appeler, notamment du côté de la Macronie, à ce qu'il y ait une fermeté absolue lorsqu'il y a des casseurs. Je pense que ce soir et aujourd'hui, et vous faites un travail sur les réseaux sociaux très important, c'est-à-dire d'être un lanceur d'alerte, notamment sur ce qui a pu se passer dans la capitale, mais également dans toute la France, puisqu'il y a 70 villes qui sont touchées par ces phénomènes de violence. Et c'est important d'avoir ces relais-là, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que l'histoire de Carl Olive soit un élément central. En revanche, ce que vous avez dit sur le traitement médiatique et sur le déni politique, ça me paraît bien plus important. John de Lorraine, vous restez avec nous, il est de 12h27 et puis on continue de prendre le pouls des auditeurs d'Europe 1 parce que vous allez peut-être nous expliquer aussi pourquoi vous êtes lancé dans ce travail-là qui est l'objectif finalement de relayer parfois des vidéos qui sont dans toutes les rédactions à disposition, mais qui ne vont pas être forcément utilisées. 12h27. 01. Pose d'écouter Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a tenu un point presse à 11h45. La situation a été globalement sous contrôle. Nous avons procédé à 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national. Donc nous sommes à plus 32%. Et à date, ces 780 interpellations ont donné lieu à 457 gardes à vue. Je veux signaler également que nous avons 57 fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie qui ont été blessés dans ces événements. Concernant la province, pour 71 d'entre elles, ce qui est un nombre quand même assez important, ces rassemblements festifs ont entraîné un certain nombre de débordements avec systématiquement intervention des forces de l'ordre pour y mettre un terme. Systématiquement. Concernant les dégradations et les pillages, pour ce qui concerne la province, ce que je vous disais dans la nuit n'a pas été modifié à date. Nous avons dans une quinzaine de villes, nous avons enregistré des pillages, vols dans des commerces. Dans une quinzaine. À chaque fois, il s'agit d'un ou deux commerces par commune. Les forces de l'ordre sont systématiquement intervenues pour y mettre un terme. Et une partie des interpellations qui ont été réalisées l'ont été à l'occasion de pillages. Bon, il y a le fond et la forme. Sur la forme, moi je suis assez surpris. À chaque fois, il va répéter certains mots, notamment cette formule, et je ne sais pas si elle va être audible, hein. Situation globalement sous contrôle. Bon, ça c'est le discours du ministre de l'Intérieur actuel. Je vous propose d'écouter le discours du ministre de l'Intérieur de l'année dernière, un certain Bruno Retailleau, au sortir des émeutes et des violences urbaines l'année dernière. Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. Oui, ce sont des barbares. La barbarie, vous voyez, c'est quand tout devient prétexte à la violence. La barbarie, c'est quand tout devient prétexte au plaisir, au désir désinhibé de la destruction et du pillage. Oui, c'est cela la barbarie. Comme le dit le dictionnaire, c'est quand on est décivilisé. C'est un manque de civilisation. Vous imaginez le fossé dans le discours entre le nouveau ministre de l'Intérieur et l'ancien ministre de l'Intérieur. Après, c'est effectivement aux Français de décider, puisque l'année prochaine, il y a des élections présidentielles. J'espère que pour la Coupe du Monde, on aura un dispositif de sécurité qui permettra de juguler à minima ce qui va se passer. Mais c'est très intéressant, c'est sidérant d'ailleurs, saisissant de voir le décalage entre les deux discours, Olivier Vial. Oui, parce qu'on a le discours du ministre actuel de l'Intérieur qui est simplement une sorte de méthode Coué très technique en disant finalement les forces de l'ordre ont tenu le choc et donc on s'en félicite et elles ont fait du bon travail, très bien. Et de l'autre côté, on a enfin Bruno Retailleau qui essaye de mettre un peu de hauteur politique, d'essayer de comprendre, de nommer les choses et de comprendre pourquoi on en est là. Parce qu'effectivement, si on n'arrive pas à comprendre pourquoi on en est là, on n'arrivera jamais
à avoir les moyens nécessaires pour réguler ça, parce qu'autrement, à chaque événement, on aura toujours plus de policiers sur le terrain et toujours autant de violence. John de Lorraine est toujours avec nous. Alors, je vous présente comme lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une formule adaptée, John de Lorraine ? Je vais vous dire la vérité, Elliot, j'en ai aucune idée. Le but, c'est d'apporter des informations qui ne sont pas mises sur les médias. Et c'est comme on l'avait expliqué déjà pour l'année dernière, parce que comme vous l'aviez bien rappelé, tout le monde était dans le déni. Tout le monde était là en train de dire c'était une belle fête, tout s'est bien passé, etc. Et vous allumiez les réseaux sociaux et vous voyez l'ampleur des dégâts. Et comme vous l'avez expliqué aussi tout à l'heure, je crois que c'est 71 villes qui ont été touchées par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Donc on voit qu'il y a un phénomène d'hégémonie, que ça va sur d'autres villes. Donc le but en fait de tout ce travail, c'est quand même de montrer le réel qui parfois est filtré ou je ne sais quoi sur les médias, et que c'est poussé grâce aux gens en fait qui par la visibilité montrent ça, et ça permet de mettre des sujets sur la table. Et ça c'est vraiment encore une fois en dichotomie avec le mutisme de responsables politiques qui ne veulent pas parler du réel. Alors, comme vous l'avez dit, il y a absolument des élections présidentielles l'année prochaine, mais il y a évidemment la Coupe du Monde, il y a la fête de la musique, et il faut déjà trouver des solutions pour les prochaines échéances pour les Français. Le but, c'est de faire ça pour les Français, pour que la vie s'améliore pour tout le monde. Eh bien, écoutez, on comprend l'objectif que vous menez à travers les réseaux sociaux, et on parle parfois en mal des réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais on parle rarement des lanceurs d'alerte, de ceux qui finalement ont une autre activité professionnelle et qui, dans leur temps de pause, vont l'utiliser pour alerter sur des sujets qui sont parfois sous-traités. Je constate quand même que ce matin, les médias et notamment les chaînes d'information parlent des violences, mais c'est toujours très intéressant de voir quelle est la place qu'il y a par rapport à ces violences. Déjà, on a avancé, puisque l'année dernière, le dimanche matin, personne n'en parlait, sauf Europe 1 et CNews. Il s'avère qu'aujourd'hui, ils en parlent un tout petit peu plus tôt, mais que si vous achetez les journaux ce matin, seul le JDD met en une, le journal du dimanche, et la victoire historique du PSG, et la casse pathétique de ces délinquants. Midi 36 sur Europe 1. Merci John de Lorraine de nous avoir appelés. Myriam est en direct avec nous. Elle nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Myriam. Bonjour. Je voulais d'abord vous remercier pour ce que vous faites pour nous tous. Vous avez eu le pressentiment ce matin que M. Nunez parlerait de débordement et vous vous êtes pas trompé. J'aurais préféré me tromper. Je n'en doute pas une seule seconde, étant donné ce que vous êtes et ce que vous faites, et je vous en remercie. Et en majuscule, ce merci. Je voulais également vous dire que 28 fois, il y a eu ce terme de M. Nunez qui ne sait même plus s'exprimer en parlant d'intervention systématique. Mais quelle est la solution ? Sociologiquement, et votre auditeur précédent vient d'employer le même mot que je voulais également employer, c'est-à-dire dichotomie. On devrait quand même parvenir à savoir pourquoi Lens, Coupe de France, et on a vu la fête, la joie, l'unité, la belle France. Et hier, sur Paris et dans d'autres villes de France, des comportements différents. On pourrait peut-être faire une analyse et en sortir des solutions. Parce que c'est là que se trouve le problème. Mais vous avez entièrement raison, chère Myriam, parce que finalement, le constat, on l'a répété 1000 fois. C'est terrible d'ailleurs de faire cette émission, puisque j'ai l'impression de faire une émission qu'on a pu faire des dizaines de fois ces dernières années. La différence avec Lens, la différence sociologique, dites-vous, c'est que le territoire lensois, qui n'est pas du tout un territoire, c'est un territoire très populaire, avec une population précaire, mais une population enracinée, c'est-à-dire que une population mélangée. Il y a un mélange, mais c'est une population enracinée. C'est-à-dire que les gens sont attachés à leur région, attachés à leur histoire, et cet enracinement-là n'existe peut-être pas en région parisienne et à Paris. Et, ils n'ont pas le même attachement et la même fierté
lorsqu'ils interviennent. En disant cela, je sais aussi qu'il faut être très prudent parce que généraliser à l'ensemble des 10 millions d'habitants de la région parisienne serait une erreur et injuste. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez des villes en France, parce que ça a touché 71 villes, où les gens ne sont plus attachés à un territoire, à quelque chose qui devrait lier, c'est-à-dire un événement sportif, mais vont profiter de cet événement pour casser et entrer en confrontation. Et c'est peut-être ça aussi le fait marquant du week-end, c'est qu'ils entrent en confrontation directement avec les forces de l'ordre. C'est alors là, pour le coup, l'aspect systémique de la chose, c'est que vous avez un policier, un gendarme, un pompier qui est devenu une sorte d'ennemi, d'adversaire, Mathieu Hoc. En effet. Et Myriam, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, ce qui est la grande donnée sociologique, c'est le rapport à la nation. Et l'enracinement, vous en parliez, Elliot, c'est qu'aujourd'hui, dans certains territoires, ce rapport à la nation, et donc sa déclinaison très concrète, le rapport à un équipement public, le rapport au mobilier urbain, le rapport à la rue, le rapport aux gens, le rapport aux forces de l'ordre, est différent et c'est désagrégé dans un certain nombre de territoires. C'est ces fameux territoires dont on parle souvent, les territoires perdus de la République. Et le problème est que dans l'opinion publique, ce constat est posé. Ici, dans certains médias, on arrive à poser ce constat-là, qui est la réalité, en fait, qui est tout simplement juste le réel. Et pour autant, des politiques posent ce constat-là, mais n'apportent pas les solutions adéquates. Et là, on rentre dans un sujet qui est très concret. On a eu 2 finales gagnées par le PSG en 2 ans. Donc le même événement, vraiment le même événement, parce que certains diront qu'on ne peut pas faire des liens avec les émeutes 2023. Moi, je le ferai, mais le même événement, donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, il aurait été, et beaucoup de Français se disent, logiquement, les responsables politiques ont dû tirer les conséquences de mai 2025 pour pouvoir proposer une alternative en mai 2026. Le fameux tu casses, tu payes, ce consensus-là, il existe. Et normalement, pourquoi il n'y a pas eu de loi au lieu de parler du budget indéfiniment, des tactiques politiques des uns et des autres pour pouvoir tenir? Pourquoi n'ont-ils pas justement pris à bras-le-corps ce sujet? Courte pause à 12h41 sur Europe 1. On poursuit notre édition spéciale et on salue Myriam. Merci de nous avoir appelés, chère Myriam. On revient dans un instant sur Europe 1. Et si vous souhaitez avec nous, Brigitte également. On prend le pouls avec Alice. Bonjour Alice. Oui, bonjour à tout le monde. Oui. Vous nous appelez d'où, Alice? Alors, je vous appelle à côté de Poitiers. Bon, il y a eu des tensions du côté de Poitiers, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour l'instant je ne sais pas. Parce que vous savez qu'il y a 71 villes qui sont concernées par des violences lors de cette soirée de Ligue des Champions. Alors moi, si vous voulez, je voulais relever quelque chose. Oui, allez-y. Parce que je connais bien Budapest, pour y avoir été. Et cela ne m'étonne pas qu'à Budapest, il n'y a eu aucun problème. Il y en a eu dans la nuit de vendredi à samedi. Ah bon? Il y en a eu dans la nuit de vendredi à samedi avec des hooligans et des indépendants. Donc on est dans un scénario tout autre de celui qu'on a vécu hier soir en France. C'est-à-dire des hooligans indépendants parisiens et anglais qui, c'était une trentaine contre une trentaine, qui se sont battus. C'est une vidéo d'ailleurs qui a circulé, mais c'était le seul événement, si vous voulez, violent qu'on a pu retrouver. Voilà, c'est pour ça que je veux dire, bon, ça je ne savais pas dans la nuit de vendredi à samedi, d'accord, on n'est pas toujours informé de tout. Par contre, je pense qu'il n'y a pas quand même de regain comme nous. Voilà, de violence, pour des choses qui paraissent quand même, voilà, bon, c'était le sport, c'était le foot, c'était... et voilà, et ça, c'est de pire en pire quand même. Hein. Je vous dis, par rapport à Budapest, voilà. Ah, mais ça, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que même à Londres... alors que Arsenal a perdu, on aurait pu imaginer des scènes de violence, etc. Visiblement, on n'est pas sur le même scénario. Il faudrait prendre la direction d'ailleurs de Londres avec une correspondante pour nous expliquer comment Londres voit ce qu'il se passe à Paris. Comment... Mais c'est encore une fois l'image de Paris qui est détériorée. Vous imaginez à l'échelle mondiale l'image que cela renvoie. Brigitte est également avec nous, c'est une Parisienne qui habite dans le 8e arrondissement. Brigitte, bonjour.
Oui, bonjour Elliot. Racontez-nous ce que vous avez vécu, s'il vous plaît. Alors moi, je voudrais déjà vous remercier pour votre émission qui est toujours très intéressante le dimanche matin, j'adore. Merci Brigitte. Moi, mais je vous en prie, moi ce que j'ai vécu, c'est que à la fin du match, dans les rues, je voyais plein de familles avec des enfants qui avaient certainement été voir le match soit chez des amis ou soit dans des bars, étaient tout joyeux, chantaient dans la rue, enfin c'était vraiment une ambiance superbe. Et après, ça a complètement dégénéré, les pétards, Et ce que je voudrais surtout féliciter, ce sont nos policiers. Parce que qu'est-ce qu'on ferait sans nos policiers ? Malheureusement, ils n'ont aucune possibilité. Ils sont obligés de subir ça. C'est de même pour les pompiers. Notre maire du 8e, qui est toute nouvelle élue, je la félicite aussi parce qu'elle essaye de faire ce qu'elle peut. Et moi, je pense qu'en remerciement à tous ces policiers et pompiers, la France devrait leur offrir une prime. Devrait quoi, pardon, excusez-moi. Tellement d'argent dans n'importe quoi. Oui. Offrir une prime, c'est ça que vous voulez ? Oui. Oui. Mais ça s'entend ce que vous dites. C'est-à-dire que aujourd'hui, les policiers, les pompiers sont sursollicités et sont confrontés d'ailleurs à une délinquance qui fait du policier un ennemi. Et ça, il l'a souligné, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Il a dit il y a un fait majeur, c'est qu'à chaque intervention, les policiers étaient pris pour cible. Oui, ils viennent casser du flic. Et je ne comprends pas que... Alors, M. Nunez, là, pour moi, franchement, il ferait bien de, je sais pas, faire autre chose que ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a aucune autorité en France. Paris a été complètement saccagé à nouveau. On va avoir la Coupe du Monde, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il faudrait quand même que les politiques se réveillent et fassent quelque chose. On est, je dirais même qu'on est en danger par rapport à tout ce qui se passe, de cette violence qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. On s'est accoutumé aux violences émeutières. C'est la formule de Jérôme Fourquet qu'on ne pourrait pas taxer de faire partie de l'international réactionnaire. Jérôme Fourquet, c'est l'homme qui a murmuré à l'oreille du président le terme de décivilisation. Donc, faudrait peut-être écouter Jérôme Fourquet aussi. Lorsqu'il parle de cette accoutumance aux violences émeutières. Tiens, est-ce qu'on est plus sur des débordements ? C'est la formule du Premier ministre de l'Intérieur. Ou est-ce que, au regard de ce que vous avez vu ces dernières heures, on est plus face à des violences émeutières ? Bon, je crois que la réponse est dans la question, c'est une évidence. Mais ce sont des violences émeutières. Mais vous avez un système médiatique qui invisibilise et vous avez un système politique qui est dans le déni. Donc c'est difficile finalement que les choses avancent. Mais il faudrait que la politique change. Il va falloir qu'on fasse quelque chose en France. Parce que sinon, on va être débordé complètement. Mais ce vent dégagiste, vous l'avez aujourd'hui, si vous voulez, lorsque vous regardez les sondages. C'est une photographie de l'instant, bien sûr, mais à un an de la présidentielle, le Rassemblement national qui caracole en tête, Jean-Luc Mélenchon qui est aux portes du second tour, et à chaque fois que vous avez Édouard Philippe qui prend la parole, qui perd des points, et il y a une dynamique quand même assez positive pour Gabriel Attal. J'ai quand même l'impression que ces dernières semaines... Comment ? C'est un Macron bis pour moi. Tout sera l'enjeu de Gabriel Attal, ça sera justement de se détacher de cette étiquette que certains lui collent à dessein ou non, d'être finalement l'héritier du macronisme. Et j'imagine que Gabriel Attal va tout faire pour essayer de se détacher de cela. Mathieu Hoc. Et surtout, vous avez raison de souligner le point politique, parce que le centrisme, le macronisme, se voulait être un logiciel politique qui supposait être l'incarnation du camp de la raison. C'est-à-dire, je rassemble autour de moi le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche, et nous sommes le camp des raisonnables, les gens les plus techniques, et nous sommes même le camp des experts. Là, on prend des exemples qui sont très concrets sur la question de la gestion du maintien de l'ordre.
c'est un échec. Depuis 2022 et depuis la finale de la Ligue des Champions de 2022, le maintien de l'ordre est un échec. Les résultats d'un point de vue efficacité politique publique ne sont absolument pas bons et c'est le cas également sur les différents niveaux d'agression dans notre pays, les différents chiffres de l'insécurité. Ensuite, après, il y a une autre responsabilité qu'on pourrait aussi souligner, c'est celle du maire de Paris. Il n'a pas encore aujourd'hui réagi, me semble-t-il. Emmanuel Grégoire. Peut-être qu'il attend justement d'avoir un bilan complet de la chose. Moi, ce qui me marque, aussi quand même, je vais vous dire, c'est l'incapacité qu'ont les dirigeants macronistes à parler de ce qui s'est passé ce matin. Est-ce que M. Breton, on le met dans le camp de la Macronie ? Il est difficilement classable en ce moment, mais il est plutôt de cette famille-là. Oui. Voilà, il est plutôt issu de l'extrême centre, monsieur. Ce matin, elle était compliquée, la grande interview. Parce que quand vous avez un monsieur Breton qui vous explique que l'État n'est pas respecté parce que l'État est incapable de tenir un budget lorsqu'on parle des émeutes, ou qu'il nous parle des hooligans face à la délinquance qu'on a vue, bon, il y a un décalage. Quand monsieur Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui était chez nos confrères de BFM, n'a qu'une chose en tête, c'est s'attaquer à Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen a dit « En France aujourd'hui, les honnêtes se protègent et se barricadent pendant que les délinquants frappent. Il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. » Lui va donner comme argument les Jeux Olympiques. Mais ça n'a rien à voir. Les Jeux Olympiques, justement, il y avait des lois d'exception pendant les JO. Et certains disaient, mais mettez des lois d'exception ce soir-là pour qu'on évite de se retrouver avec ces tensions. C'est effectivement très vrai, parce que votre auditrice parlait d'une prime. Mais en fait, la vraie prime aujourd'hui que demandent les forces de l'ordre, c'est qu'on les réarme à la fois avec du matériel qui soit adapté, mais aussi avec des lois, parce qu'en fait, aujourd'hui, les lois qu'on applique ne sont pas suffisantes. Et quand il y a eu la loi de 2019, qu'on a appelée la loi anti-casseurs, la disposition qui aurait été utile, qui permettait notamment d'avoir un fichier et surtout d'interdire préventivement des gens qui ont déjà commis des actions violentes. Et bien ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc on a un vrai problème avec ce qu'on appelle l'état de droit qui, dans ces conditions-là, n'est pas satisfaisant, ne fonctionne pas. Et effectivement, comme vous l'avez dit, au moment des Jeux Olympiques, ça a pu fonctionner parce que justement, on est en régime d'exception et que certaines lois, notamment pour faire des arrestations préventives, étaient possibles. Marine est en direct avec nous, elle nous appelle de Fréjus. Bonjour Marine. Bonjour Elliot et bonjour à tout le plateau. Et ravi de vous avoir en direct pour Elliot de Valez-vous et merci de nous avoir appelés au 01 80 20 39 21. Marine, est-ce que du côté de Fréjus, ça a été tendu cette nuit ? Mais alors, pas du tout, parce que moi je suis parisienne en fait. Donc j'ai vu plus de 20 ans de parc. Donc voilà, j'y étais petite avec mon papa, etc. Et en fait, depuis 2006, j'habite à Fréjus. Pourtant, on est plus proche de Marseille que de Fréjus. Mais bizarrement, tout s'est très bien passé, et dans les bars, et dans les pubs, et dans les rues. Pas d'émeutes, rien de cassé, rien de brûlé. Tout y va bene. Voilà. Choquée parce qu'en fait, voilà, il y a rien qui fonctionne, contrairement à Paris où tout va mal. Et évidemment, c'est pas qu'à Paris d'ailleurs, parce qu'il y a 71 villes qui ont été frappées par ces violences. Quand vous dites j'ai 20 ans de parc, c'est 20 ans de Parc des Princes, hein, qu'on soit clair. Mais bien entendu. Oui, entendu. Vous dites bien entendu. Oui. Pour les auditeurs, ils n'ont pas bien compris. 20 ans de parc, c'est quoi, le parc Astérix, le parc Donc, c'est le Parc des Princes qui est le berceau du Paris Saint-Germain. J'aurais pu aussi, non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a toujours une rivalité. Par exemple, je vois avec Marseille et j'ai beaucoup de copains marseillais. Et en fait, ce matin, je les ai inondés en fait de posts Instagram pour bien leur mettre dans la figure que voilà, c'était Paris qui avait gagné. Mais ça reste bon enfant. Le problème aujourd'hui, c'est que ça dépasse allègrement le foot. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les supporters du Paris Saint-Germain. Et moi, en tant que Parisienne, et je suis heureuse de vous avoir en ligne aujourd'hui parce que aujourd'hui, on parle des débordements par rapport au foot. Mais moi qui ai vécu toute ma vie à Paris, en fait, je suis née là-bas, enfin c'est... Et quand je vois ce que Paris est devenu, je me dis, mais excusez-moi l'expression triviale, mais what the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux dire, moi, je suis une femme.
Alors maintenant, c'est sûr, je suis vieille, donc j'attire moins l'attention sur moi. Néanmoins, je veux dire, voilà, sur une terrasse de café à Paris, vous buvez votre café ou votre verre avec votre paquet de cigarettes, votre téléphone, vous vous faites agresser. Moi, Fréjus, ça, c'est nope, ça n'existe pas. Prendre des transports en commun. Moi, j'ai connu les transports en commun où j'avais, à l'époque, c'était les premiers Walkman Sony, vous savez, avec les housses de casque orange. Voilà, moi, je prenais le métro avec mon Walkman et j'ai jamais eu de problème. Aujourd'hui, j'ai 55 ans et encore une fois, je suis pas véritablement une pro en tant que telle, mais moi, aujourd'hui, j'écoute plus ma musique dans le métro, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu... C'est la société de vigilance où maintenant ça va au-delà de ça. Les Français font attention à tout. Et hier, c'est ça l'injustice, c'est qu'il y avait très peu de monde sur les Champs-Élysées. Mal au cœur. Et très peu de monde sur les Champs-Élysées. Il y avait très peu de monde sur les Champs-Élysées, puisque il devait y avoir 20 000 personnes, peut-être même 30 000. C'est rien. Faut bien comprendre que le soir de la finale de la victoire en 98, c'est 1 million de personnes. C'est des centaines de milliers de personnes en 2018. Donc c'est rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des délinquants qui ont pris en otage l'avenue des Champs-Élysées. C'est pas les 20 000 qui sont délinquants, bien sûr, mais une partie ont pris en otage les Champs-Élysées et que les familles, les copains, les honnêtes, les supporters du PSG se sont dit on va peut-être éviter les Champs-Élysées parce qu'on sait ce qui peut se passer. 12h57, merci à tous pour cette émission, pour cette édition spéciale consacrée aux violences en marge de la finale de Ligue des Champions. Ali Paris quand même, parce que c'est une victoire historique. Bonne fête à toutes les mamans et merci à tous en régie pour ce merveilleux week-end à vos côtés.